Très bien. Je m'appelle Rick Splatter et j'habite et travaille à Texas, à Dallas. Je suis formateur au niveau international depuis 9 ans et j'ai vraiment le plaisir, je suis ravie d'être là et de présenter la rapporteuse aujourd'hui, Vincenza Schroeder. Son curriculum est très, très long et vraiment important. Sa biographie est très importante. Je vais vous donner quelques informations à propos de elle. Qui est-elle? Quelle est sa formation? Alors, j'avais pris des notes pour vous. Vincenza est membre de la faculté de l'IIBA. Elle a été coordinatrice de l'Institut de l'analyse bioénergétique de la Californie du Sud. Elle est aussi rédacteur du magazine de IIBA. Vous connaissez sans aucun doute son livre Bend into the Shape. C'est vraiment une œuvre très importante à laquelle je fais référence toutes les fois que je fais de la formation. Le livre a été traduit en plusieurs langues, donc je vous invite à le lire. À la fin de ce webinaire, vous allez recevoir une indication avec tous les détails et vous allez recevoir l'information à propos de où le livre se trouve. Elle est co-autrice avec Barbara Thompson. Elles ont créé l'un des outils de formation les plus importants et merveilleux qui sont vraiment disponibles. Le sujet d'aujourd'hui est la structure orale. Vincenza est une experte à ce sujet-là et elle s'occupe en fait de ce type spécifique de caractère. Je suis là parce que j'ai vraiment de l'enthousiasme, je veux l'écouter et je pense que vous êtes là aussi pour la même raison. Je voudrais partager d'abord quelques informations techniques concernant le webinaire et son organisation. Vous voyez peut-être l'icône du monde en bas sur votre écran. C'est par là que vous choisissez la langue d'écoute de ce webinaire. Il y a des interprètes qui vont traduire en plusieurs langues et donc c'est à vous de choisir la langue en cliquant sur l'icône du globe. Il y aura aussi une session questions-réponses à la fin de la présentation. Ça va durer à peu près de 20 minutes. Donc, d'abord, Vincenza va faire la présentation et ensuite, nous aurons le temps de poser des questions. Il y a aussi la fonction de lever de main, mais il faut comprendre qu'on ne peut pas répondre à toutes questions. En fait, si vous avez des questions, ça va être mieux d'écrire les questions dans le chat, dans la boîte questions-réponses. Et vous avez l'opportunité d'écrire toutes questions dans la boîte questions-réponses. N'utilisez pas la chat, s'il vous plaît. Utilisez la section spécifique questions-réponses. Je ne sais pas s'il y a d'autres informations à ajouter. Vincenza, est-ce que j'ai oublié quelque chose par rapport à ta biographie? Est-ce que je dois dire encore quelque chose avant de passer la parole à Vincenza? Si ce n'est pas le cas, je vais passer la parole tout de suite à Vincenza et je suis vraiment ravie de t'écouter. Merci beaucoup, Rick, de cette belle présentation. Je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont engagées pour organiser le webinaire de analyse bioénergétique.
énergétique. Louise Fréchette a présenté le caractère schizoïde à l'occasion du webinaire précédent. Il s'agit d'une blessure qui a lieu entre l'âge de 0 et 6 ans. Et en fait, dans la phase suivante du développement, on rencontre le caractère oral. Sa blessure a lieu entre 0 et 12 mois, donc pendant la première année de vie. Il s'agit d'un enfant qui a été désiré, mais qui n'est pas suffisamment aimé. Et donc, il doit faire face au refus. Moi, je m'identifie avec cette personnalité, avec ce caractère, le caractère oral. Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous voyez mes diapos? Très bien. Voilà, je suis là. J'avais un bandeau sur mes cheveux. Je ne porte plus de bandeau, mais voilà, je suis là et voilà mes frères et sœurs. J'avais 12 ans dans cette photo et ici, vous voyez les jumeaux. Dans cette photo, ils avaient 13 ans. Et donc, je suis née un an après. Dans cette photo, il n'y a pas l'autre frère. Donc, nous avons aussi un quatrième frère qui n'est pas dans la photo. Alors, d'abord, mon frère est né, ensuite les jumeaux et ensuite je suis née un an après. Quand j'étais une petite fille, ma mère donc avait 4 enfants qui étaient âgés de moins de 4 ans simultanément. Quand mes parents se sont mariés, ils avaient l'idée d'avoir 12 enfants. Et c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'après les 2 jumeaux, après ces 2 jeunes garçons, 2 autres enfants sont nés. Mes parents nous aimaient. Nous étions tous très, très proches. Mais est-ce que nous avons reçu assez de soins? Une fois, pendant la thérapie bioénergétique, j'ai eu un souvenir. J'étais un bébé et quand j'étais un bébé, je voulais que ma mère me tenait dans ses bras le plus longtemps possible. Alors, dès que je allais m'endormir, elle essayait de me coucher dans ma crèche pour s'occuper des autres enfants, de mes frères et sœurs. Mais moi, je luttais contre le sommeil. J'essayais de distraire ma mère. J'essayais de l'entretenir. Alors, je faisais des sourires. Je voulais qu'elle reste avec moi plus longtemps. Je m'excuse, mais il y a un micro qui est allumé. Alors, je vous demande de éteindre le micro. Alors, je percevais cette lutte dans mon corps. Je voulais que ma mère reste avec moi. Alors, je me rendais compte de cela dans mon corps parce que j'avais mon cou serré, le ventre s'il était serré, ma mâchoire était serrée, mes bras tremblaient. Et je tendais mes bras vers ma mère avec ce désir dans mes yeux. Je essayais de faire n'importe quoi, mais malgré cela, ma mère me mettait dans mon berceau. Je protestais par contre faiblement et ensuite j'abandonnais mon désir
Et enfin, je me repliais sur moi-même et je rentrais dans un monde de rêve pour réduire le ressenti de solitude. Et quand j'ai évoqué ce souvenir dans la thérapie, je pouvais vraiment ressentir dans mon cœur le dilemme entre un besoin désespéré de m'accrocher à ma mère et la peur d'être déçue. So now we're going to talk about the dynamics. Et maintenant, je vais parler des dynamiques. Voilà l'âge de la blessure principale. Il s'agit de la première année de vie. L'énergie se concentre sur les besoins oraux autour de la bouche, c'est-à-dire sucer, lécher ou mordre. Nous savons que un bébé qui a 1 an a la tendance à mettre n'importe quoi dans sa bouche. Alors, cet enfant-là est un enfant désiré qui n'a pas reçu assez d'amour, d'attention, de nurturance ou de chaleur. Voilà le caractère oral. Les parents, par contre, ont désiré souvent l'enfant, mais ils peuvent être trop occupés ou trop distraits par d'autres enfants. C'est mon cas, par exemple, avec mes frères et sœurs, où parfois ils doivent travailler, ils sont distraits par des dépendances et donc ils ne sont pas à mesure de satisfaire les besoins de l'enfant. Le résultat est que le bébé, l'enfant crie pour être tenu dans les bras, pour être changé, nourri et aimé. Ce cri ne reçoit pas de réponse pendant longtemps et donc, comme il n'y a pas de réponse, ce cri se transforme en protestation et puis en abandon dans le désespoir. Dans le caractère oral, cette sensation est structurée dans le corps. Le renoncement se structure dans le corps. Alors, je voudrais décrire maintenant la théorie de Hilton que j'aime beaucoup parce que là, je trouve ce que nous utilisons dans la psychologie, c'est-à-dire le besoin de atteindre, d'aller vers la mère qui trouve une réponse négative dans l'environnement et chez les parents. Et dans la théorie de l'évolution, de la psychanalyse, on se concentre donc dans la réponse psychique, c'est-à-dire comment cette réponse va influencer les croyances par rapport au fait d'être dans le monde. Et une autre contribution offerte par l'analyse bioénergétique dans le cas du caractère oral est que nous, on donne une réponse corporelle. Donc, nous allons voir les adaptations dans le corps. On va voir comment on ouvre les émotions, comment la blessure est somatisée et comment on crée une compensation dans le corps. Alors, nous allons voir comment cela se passe dans le caractère oral.
had last month with Louise when she talked about the schizoid, that first developmental Louise need is I have a right to a be parlé diagnosed, I des have a right besoins to- d'évolution, For the des oral, besoins. once you feel like there is a right to be here, the next one is I have a Par right to exemple, be le and have a right to have besoin et la bodies connaissance for d'avoir un life. besoin est liée au So caractère you're schizoïde. reaching for that. Dans le cas du And then caractère below oral, il y a there's a aussi psyche in the body. The le body droit is one of the d'avoir rights. des besoins. Ce Saying droit, no, par contre, which is est arrêté, bloqué lorsque the les parents environmental response is to disent let non. Il y a go. donc un neglect, une réponse environnementale And what is the négative. response? The C'est le response is the non, psyche, then the energy that gets le blocked manque there de goes up into nurturance, the le head. neglect. And we have Alors, qu'est-ce qui se passe? L'énergie est bloquée ici, elle passe à travers la tête et donc il y a un système de croyance qui n'est pas aligné. Et donc, chez le caractère oral, la réponse est je peux vivre sans aller vers, sans aller à la rencontre. Qu'est-ce qui se passe donc dans le corps? Comment est-ce que cela est représenté dans le corps? Les thérapeutes d'analyse bioénergétique peuvent aider leurs clients à comprendre ce qui se passe dans leur corps parce qu'au niveau de l'adaptation, nous allons trouver des symptômes tels qu'une poitrine affaissée, les bras et les jambes faibles, les jambes ne sont pas en mesure de rester debout et tout cela s'exprime aussi à travers des yeux tristes. On a besoin de résister, de tenir bon, de s'attraper à quelque chose. Voilà le diagramme de Hilton qui représente le caractère oral. Et voilà une image qui montre le corps dans le caractère oral. C'est moi qui l'ai dessiné. Chez le caractère oral, le corps est mince. C'est comme un ballon affaissé. Les épaules, la poitrine sont effondrées, les yeux sont tristes. Alors, l'organisme est sous-chargé du point de vue énergétique. Il y a une structure faible. Quand j'apprends les caractéristiques de ce type de caractère, j'explique toujours qu'il est évident que quand on est né, le corps est différent par rapport au corps de ses propres parents ou frères et sœurs. Mais dans notre structure corporelle, nous avons également les signes de ce qui s'est passé lors des 2 premières années de vie. Alors voilà l'image d'un corps oral, d'un caractère oral donc. Et maintenant, je voudrais profiter de ce temps pour faire une petite démonstration. Je vais vous montrer comment cela apparaît dans le corps. Juste un petit moment, je vais prendre l'image du corps oral. Okay, just trying to get the image of myself back that I didn't have. So if you wanted to look at me for a moment. Alors, je suis en train de reprendre l'image, mais entre-temps, je vous demande aussi de me regarder. Et bon, l'enfant tend les bras à ses parents. Il y a donc un espoir parce qu'il y a cette tendance vers les parents
mais on reste là dans l'attente. Il y a une lutte pour l'amour qui rencontre la déception. Ça fait du mal au cœur. Cette déception fait du mal au corps. Donc, les bras reviennent dans leur position et la poitrine est affaissée. C'est comme un ballon dégonflé. Regardez mon visage. Ce visage pourrait représenter l'expression neutre. On pourrait également ajouter l'expression de tristesse que l'on voit dans les yeux. La tristesse est visible dans les yeux. Elle est due à la déception parce que l'enfant n'a pas pu atteindre ses parents. Et la tentative d'atteindre les parents est aussi exprimée par la tête, par la mâchoire qui est serrée. Et donc, il y a plus de douleur dans la tentative de se rapprocher, de atteindre. Et j'utilise une compensation avec la respiration superficielle et de l'énergie très, très faible. C'est le contraire par rapport à la poitrine ouverte qui essaye de atteindre l'amour. Donc, on ne réussit à atteindre rien et on voit les conséquences dans le corps. Et maintenant, je voudrais partager avec vous cette image. Il s'agit d'humains avec un poignet. Alors, la main tient le poignet. Je vous invite à faire le même exercice tous ensemble. Et l'exercice se trouve dans mon livre qui a été présenté au début de la session. Donc, vous allez trouver là plus d'informations, mais je voudrais vous inviter à faire cet exercice, à suivre mes instructions pour que vous puissiez ressentir ce que vous avez dans votre corps et je voudrais que vous compreniez ce que lutter signifie. Alors, d'abord, je vous invite à lever une main, comme je suis en train de le faire maintenant, et je vous invite à attraper le poignet avec l'autre main. Si vous avez des bracelets ou d'autres choses qui dérangent la prise, je vous invite à les enlever. Alors, attrapez le poignet avec l'autre main et imaginez le poignet comme une personne qui ne veut pas rester assez longtemps pour vous. Vous pouvez également choisir de fermer les yeux pour mieux vous concentrer sur vos émotions. Observez les sensations dans votre main. La main qui est en contact avec le poignet, mais le poignet ne veut pas rester, il ne veut pas être saisi. Essayez de resserrer la prise. Est-ce que vous voulez la resserrer ou la laisser plus lâche? Alors, imaginez les sensations, observez-les. Et maintenant, essayez de retirer le poignet. Vous pouvez également ouvrir vos yeux. Alors, retirez le poignet. Essayez de le faire. Vous êtes la main. Comment est-ce que la main se sent? La main peut atteindre, se tendre vers le poignet, mais il y a une ambivalence. Et voilà le dilemme du caractère oral. Il y a un besoin d'atteindre qui rencontre la peur de la déception. Il est important de comprendre qu'il s'agit d'un dilemme, une lutte. Maintenant, essayons de faire le même exercice, mais on va ajouter une étape. Alors, imaginons que le poignet va rester là aussi longtemps que nous désirons. Il y a une personne là qui nous aime, qui veut rester. Alors, imaginez encore cette situation. Attrapez votre poignet avec votre main
et essayez de vous détendre. Essayez de remarquer ce qui se passe dans votre corps. Inspirez cette émotion. Inspirez l'amour et la connexion. Respirez. Est-ce que vous êtes à mesure d'avoir confiance dans cette émotion? Observez ce que vous ressentez. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à utiliser la fonction question-réponse parce qu'après, on va choisir, on va sélectionner les réponses auxquelles on va donner, les questions auxquelles on va donner une réponse. Mais maintenant, je vous invite à remarquer ce que vous ressentez. L'objectif, c'est d'avoir confiance parce que si nous n'avons pas de confiance, si on ne ressent pas d'amour ou de connexion, la prise sera trop forte et ça va pousser le poignet à s'éloigner. Ça va créer un problème. Et si la peur est si forte, on ne peut pas se détendre, on ne peut pas respirer, on ne peut pas accueillir l'émotion. Et le caractère oral contribue à empirer ce problème parce qu'on ne peut pas se détendre. Voilà donc l'objectif de la thérapie. I just want to check with the translators if the pace I am going is all right. Maintenant, est-ce que tout va bien? Et pour la traduction, est-ce que ça va? Merci, merci à vous. Alors, l'objectif de la thérapie est arriver à dépasser ces blocages. Alors, si je songe au corps, avec le corps, je dois dépasser les obstacles. Et pour faire valer le droit de se sentir aimé. Voilà donc, dans la tête, il y a cette pensée. Peut-être, je ne peux pas être aimé, j'arrive pas à me faire aimer. Et donc, il y a le désir de réaffirmer son droit de se sentir aimé. Je n'arrive pas à me faire remplir par cet amour. Et après, je voulais aussi parler de transfert, contre-transfert et tous les problèmes qui sont liés à ça. Vous connaissez sans doute l'analyse bioénergétique ou vous êtes déjà, parmi vous, il y a des thérapeutes d'analyse bioénergétique, mais en vérité, tous les thérapeutes abordent le thème du transfert et du contre-transfert, ce qui se passe pendant la séance. Et ce caractère présente un caractère ambivalent et donc il sent d'être négligé. Voilà, c'est ça le transfert, c'est-à-dire il a toujours peur que la personne sont négligées. Ce n'est jamais assez pour le caractère oral. Dans la thérapie est exigeant. C'est cette prise étroite à la poignée afin que personne ne puisse les abandonner ou qu'ils puissent rester le plus longtemps possible. Et ensuite, il y a aussi une attitude de vouloir faire tout seul. Et alors, il faut essayer de comprendre comment le caractère oral essaie de cacher ses besoins. Et au début de la thérapie énergétique, quand je me rendais chez mon thérapeute, je me souviens qu'il me disait tout le temps, qu'est-ce que tu t'attends de moi? Qu'est-ce que dois-je te donner? Et j'étais étonnée parce que j'étais là en thérapie pour faire ce que j'aurais dû faire dans une intervention thérapeutique. Mais à travers cette question, il me disait que je n'étais pas encore en train de lui révéler ce dont j'avais besoin. Je ne lui demandais pas le support, l'aide dont j'avais besoin. Donc, je cachais la nécessité, le besoin dont je n'étais pas consciente. Voilà ce qui peut porter un patient en thérapie. Et maintenant, passons au contre-transfert.
Alors, c'est-à-dire la réaction de la part du thérapeute. Avec un patient oral, il faut ne pas oublier et voir comment la bouche s'exprime. Et pendant les premières années de vie, le caractère oral devient bavard. Et le patient trop bavard, dans le temps, peut devenir ennuyeux pour le thérapeute. Parce que le patient parle sans cesse. On n'arrive pas à intervenir et on se sent presque invisible aux yeux de ces patients parce qu'ils racontent sans cesse. Et nous voulons même nous éloigner parce que la nuit est trop forte. Et de manière très subtile, cela fait en sorte que le caractère oral devient encore plus désespéré et il s'en rend compte et il continue à parler, il parle encore plus. Et donc, c'est une spirale problématique qui s'enclenche. Alors, nous pouvons avoir un patient très exigeant ou un patient avec une charge énergétique très faible et le thérapeute donc doit arriver à aider le patient à se recharger, à bouger. Il doit le pousser à faire. Mais le patient ayant un caractère oral ne veut pas rester et cela peut représenter un véritable problème. Et lorsque le thérapeute demande au patient de pouvoir rester un peu plus, alors on commence à réouvrir la blessure que le patient avait éprouvée pendant les premières années de vie. Et je crois que celui-ci est un thème très important que le thérapeute d'analyse bioénergétique arrive très bien à comprendre. Et pendant la thérapie, nous voulons aider le patient à dépasser ce blocage, mais il pourrait se dissocier, il pourrait ne pas être présent pendant la séance parce qu'il n'arrive même pas à supporter cette structure. Il n'arrive pas à se tenir sous ses pieds et il a besoin de votre soutien et vous ne pouvez pas l'aider. Alors, mon conseil est le suivant. Respirez bien et souvenez-vous que ce que le patient est en train de vous montrer, ce sont ses propres défenses afin de pouvoir se sentir en sécurité, en thérapie avec vous. Maintenant, voyons quelle est la position relationnelle du thérapeute. Nous voulons assurer une présence de bienveillance pour le patient, mais il ne faut pas oublier que cette présence bienveillante n'a pas été vécue par le patient. Alors, nous devons utiliser le corps pour sentir quand le patient est dans cette dynamique, lorsqu'il est proche et il s'éloigne. Donc, il faut sentir la peur qui est dessous. Il faut toujours garder à l'esprit qu'il a peur et qu'il n'arrive pas à trouver l'équilibre qu'il cherche. Et le patient doit arriver à se tenir sur ses deux pieds tout seul lorsqu'il aura fait le plein de support de la part du thérapeute. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il arrive la partie de réparation de la part du thérapeute vis-à-vis d'un patient qui a un caractère oral. Et ceci est un moment impératif, très important pour le thérapeute. Passons maintenant aux techniques. Dans la bioénergétique, nous savons qu'il y a plein de techniques somatiques qui peuvent être créées par les thérapeutes. Et donc, travailler sur le plan somatique avec les défenses contre le fait de se tendre d'aller vers quelqu'un aide beaucoup. Et donc, nous devons aider le patient à apprendre à se tenir sur ses pieds tout seul. Il doit arriver tout seul, mais avec votre soutien. Il doit apprendre à jouir de cette réussite une fois qu'il arrive à se tenir sur ses jambes. Il doit sentir la force de son dos et s'affirmer lorsqu'il se tend vers vous, vers l'autre. Voilà quelques idées de techniques
d'analyse bioénergétique générale focalisée sur le but final de la thérapie. Oops, sorry about that. Pardon, j'ai trop avancé. Okay, I would like to invite you to try this if you can, Maintenant, if you want to. So je if you voudrais want vous to, inviter, si vous en avez la possibilité, à faire un autre exercice. so just we have Si vous arrivez à éloigner un peu la chaise de votre bureau, de votre table, essayons de faire une pratique d'enracinement. Je vais me lever. Voilà, je me lève et j'appuie tout le poids de mon corps sur une jambe, sur un pied seulement. Essayez, vous restez tout debout et vous appuyez tout le poids sur une seule jambe, tout sur le même côté, sans plier les épaules. Essayez de rester bien droit, mais sur une seule jambe. Inspirez et inspirez profondément et sentez ce côté qui supporte tout votre poids. Il s'agit d'une sorte de tube qui contient votre poids. Et vous voyez que mon ton de voix devient de plus en plus faible et sans déplacer les épaules ou les hanches, déplaçons tout le poids sur l'autre jambe. J'ai pas assez de place, mais l'idée est juste de porter tout le poids là, sur l'autre jambe, sans que l'énergie puisse monter vers le haut. Nous allons concentrer tout sur la base de l'autre jambe. Ensuite, on revient en équilibre et on distribue le poids sur les deux jambes. Si vous êtes encore debout, vous pouvez travailler encore sur le renforcement du dos, sur l'ouverture de la poitrine comme un arc. On le fait ensemble, si vous voulez bien. On met les mains derrière le dos et on pousse le dos en avant et la poitrine aussi en avant. On va former un arc sur le dos. On plie légèrement les genoux et vous voyez que grâce à cette position, la poitrine s'ouvre et avec cette position, vous faites des inspirations et des expirations. La position des coudes à l'arrière et ensuite, vous pouvez revenir à la position de départ. Lorsqu'on fait cet exercice en groupe, chacun suit évidemment son propre rythme et cette pratique permet en effet d'ouvrir cette poitrine qui était affaissée. C'est effectivement l'opposé de la position courbe collapsée. Si vous êtes prêt, vous pouvez reprendre votre position assise et on recommence avec nos diapos. Et là, un autre exercice, le tout dernier, une chose que je vous invite à tester aussi avec vos patients pour pouvoir porter l'énergie là dans les zones qui sont bloquées, qui n'ont plus d'énergie. Le titrage qui est lié à aller vers, aller à l'avant, atteindre cette position avec les mains, même seulement avec les mains, la tentative d'aller en avant et après on les reporte sous la poitrine. On allonge encore les bras pour aller en avant et après on les porte sous la poitrine, toujours avec les mains sous la poitrine et après en avant et après à nouveau sous la poitrine parce que les mains sous la poitrine, elles rappellent une fonction de protection. Et après, nous pouvons travailler aussi avec les coudes parce que nous voulons aller en avant
aussi avec les coudes, avant avec les mains, puis avec les coudes et la poitrine et on revient en position. C'est vraiment un exercice que vous pouvez répéter avec vos patients. Après, nous allons allonger complètement nos bras et nous allons en avant avec tous nos bras. So you could try that on your own, but right now that's just for giving a sense of something you could do to help a client. Alors, on fait quelques exercices pour vous donner juste une idée de ce que vous pouvez proposer à vos patients pour activer toutes les zones où il y a la tension, où il y a les blocs. Alors, sous les blocs, il y a tristesse, rage, peur. Et nous travaillons avec les patients de manière somatique afin de pouvoir aborder ces problèmes et les passer ensemble. Ici, vous voyez un résumé, c'est le même dessin qu'auparavant, mais là, vous voyez le traitement du caractère oral. Donc, nous voulons reconstruire l'épine dorsale pour une personne qui puisse devenir assertive, qui se tient debout toute seule. On va remplir la poitrine, on va renforcer la partie centrale de son dos. Et donc, on va construire la colonne vertébrale, on va remplir la poitrine, on va tirer les épaules vers l'arrière et en même temps, on va renforcer la charge à travers la respiration parce que les personnes qui ont un caractère oral ont une faible énergie, comme le caractère schizoïde, et nous voulons les aider à avoir plus d'énergie. Et après, ils ont besoin de se reconnaître avec, renouer avec leur agressivité parce que l'agressivité, généralement, arrive pas derrière, puis sur le visage, et puis elle va vers l'extérieur. Et donc, ils n'ont pas pu lutter pour obtenir ce qu'ils voulaient. La lutte n'a pas fonctionné. Donc, il faut réussir à les aider à renouer les liens avec leur agressivité, parce qu'à l'époque, cela ne les avait pas aidés. Et enfin, il faut utiliser la relation thérapeutique pour travailler justement sur les questions de recherche de réconfort à la recherche de soutien, à la recherche de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui puisse les aider. Alors, maintenant, j'ai cru utile pouvoir faire avec vous un autre exercice. Si vous voulez, vous pouvez participer à cet exercice, mais vous avez besoin d'un oreiller. Allez le chercher et après, revenez. J'espère que vous êtes tout seul dans une chambre pour pouvoir exécuter cet exercice. Alors, vous prenez l'oreiller ou un coussin et vous pouvez le garder très loin de vous, bien éloigné. Regardez l'oreiller et visualisez sous l'oreiller le visage d'une personne que vous aimez, que vous aime. Vous sentez l'énergie dans vos bras. Regardez maintenant ce visage, le visage aussi d'un chien, d'un chat, un membre de votre famille, votre mari, votre copain, quelqu'un que vous aimez, vos enfants peut-être. Et après, vous respirez à nouveau. Lentement, très, très lentement, vous portez cet oreiller contre votre poitrine. Embrassez-le. Resserrez pardon, bien cet oreiller sur votre poitrine et respirez, respirez à fond.
Notice what you feel. Et maintenant, remarquez ce que vous ressentez, vos perceptions. This would be a moment if we were in a live kind of workshop. Bon, si on était en présentiel tous ensemble, ce serait un moment très amusant pour vous regarder, vous tous, et pour voir comment vos visages ont été, à travers vos visages, comment vous avez été rechargés. Cette analyse énergétique nous aide à ressentir plus de joie dans la vie, à nous ressentir plus vivants, plus vifs. Et je voulais terminer cet exercice parce que je voulais partager avec vous le fait que l'analyse bioénergétique nous aide à avoir une plus grande capacité de prendre amour, de le retenir, de le sentir et de me sentir rempli par cet amour. L'amour vers lequel je aller et que j'ai trouvé finalement cet amour qui vient vers moi. Maintenant, je me sens beaucoup mieux, je dois le dire. Et l'autre chose, quand j'ai appris pour la première fois l'exercice d'enracinement dans la bioénergétique a été un moment très puissant pour moi, un moment de transformation qui m'a permis de percevoir beaucoup plus comment je suis centrée sur cette terre et comment je peux bouger tout le long de cette terre. Donc, l'analyse bioénergétique a été très puissante dans ma vie. Et donc, mon but est d'aider les autres à comprendre en particulier le caractère oral pour ce qui me concerne. Et j'espère vous avoir aidé à mieux le comprendre. Voilà ma toute dernière diapo. Me voilà avec mes frères et sœurs dans une grille de photos. Il y a quelque temps, on était en train de faire la fête pour nos parents. Me voilà, c'est moi, celle-ci. Je ne peux pas vous dire le nom de tous mes frères, je voudrais bien, après il faut les suivre et après il y a des problèmes de traduction, etc. Et donc il vaut mieux éviter. Mais de toute manière, mes frères et moi, nous nous rencontrons tous les dimanches soirs sur Zoom. Alors, c'est ce qu'on faisait à l'époque le dimanche soir. Et nous avons tous la possibilité de parler. Nous essayons de nous supporter les uns les autres pour faire face aux problèmes de la vie, au deuil, mais aussi au moment de fête de nos vies. Nous avons tous des personnalités différentes. Chacun d'entre nous a son propre caractère, mais chacun d'entre nous a des traits péculiers de son caractère oral. Et tout cela comporte, par exemple, que parfois, il y a des personnes qui interrompent les autres ou que quelqu'un parle sur les paroles des autres, comme des petits bestioles à côté de leur maman. Et donc, ce sont vraiment des moments de convivialité, mais très vifs. On fait des blagues tout le temps et nous disons, oui, d'accord, il faut dire à tous ceux qui rentrent dans cette famille que nous sommes bavards, qu'on va beaucoup, beaucoup parler, on va bavarder ensemble et que nous tous devons faire un peu de place aux nouveaux entrants dans notre famille. Un espace un peu plus complexe pour les personnes qui sont un peu plus timides, plus réservées. Et étant donné que nous sommes très bavards, j'espère ne pas avoir trop parlé et d'avoir été assez lentement pour cette présentation. Parce que, en réalité, mon objectif est de vous aider à comprendre au mieux
à éprouver plus d'empathie pour le patient à caractère oral. Merci pour votre attention, pour m'avoir écouté. Maintenant, je vous montre ma toute dernière diapositive, c'est-à-dire la diapositive avec les citations bibliographiques. Alors, j'ai utilisé le travail de Lowen sous le type de caractère oral. La dépression, le corps, la base biologique de la foi et de la réalité. Quand j'ai lu cette description, j'ai dit, mais c'est moi. Et après, je vais aussi copier un lien d'un cours qu'il y aura lieu d'ici peu en anglais seulement, un cours de bioénergétique avec 3 autres collègues. Nous allons présenter un cours qui va se développer sur 5 modules, qui va expliquer l'expansion du corps dans la psychanalyse à travers une concentration, un focus spécifique sur la concentration bioénergétique et l'analyse bioénergétique. Et pour cette présentation, j'ai parlé du livre Bound into Shape, technique pour la bioénergie, pour les thérapeutes de bioénergétique. Et voilà, elle a trouvé les pages dans la version anglaise, mais je sais qu'il y a aussi la traduction en espagnol et en italien aussi. Et là, vous voyez les titres. Le titre en italien, le moi cherche son corps. Publié par Franco Angeli en Italie. Maintenant, là, vous trouvez aussi mes adresses, mes coordonnées, mon site. Et me voilà à nouveau. Voilà donc ma présentation. Et peut-être, Eric, maintenant, le moment est venu pour les questions. Est-ce que tu as trouvé des questions? Tu les as sélectionnées? J'en vois 7 dans l'icône FAQ. Merci tout d'abord, Vincentia, pour tout ce que nous a présenté, tes activités personnelles, pour avoir la sensation au niveau du corps, pour percevoir ce que tu nous as expliqué. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as dit. Et je sais que je te dis merci aussi au nom de beaucoup d'autres personnes. Maintenant, passons à quelques-unes des questions que j'ai trouvées ici dans la partie questions et réponses. Et vous avez le temps aussi, vous pouvez poser d'autres questions. Nous avons encore le temps. Et je regarde avec vous quelques-unes de ces questions. Nous avons à peu près une vingtaine de minutes pour les aborder. Je peux commencer avec la question de Lucia. J'espère avoir bien prononcé son nom. Alors, en tant que thérapeute, plutôt que l'oreiller, le coussin, est-ce qu'on peut garder le patient directement contre ta poitrine en faisant le même exercice? Merci, c'est une excellente question. Alors, si vous avez un bon rapport thérapeutique avec votre patient qui vous permet de faire de la thérapie bioénergétique avec le patient et vous avez la permission de la part du patient d'avoir ce contact, alors oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez expérimenter avec ça, garder bien étroit contre votre poitrine, votre client. Donc, vous dites tenir le patient contre votre poitrine. Oui, cela est possible. Ou bien, on peut aussi demander au patient d'aller vers vous et qu'il puisse s'appuyer vers vous. Et le contact corps à corps est faisable. Et je le fais parce que lorsque cela n'est pas possible, on va le faire avec un coussin ou avec un oreiller. So hoping they got that. What that does remind me of is that one time Cela me rappelle une autre chose. Avant, il y avait un thérapeute bioénergétique, j'étais fatiguée et
très fatiguée, il y avait un collègue qui était en train de faire un debriefing et il m'avait demandé d'appuyer ma tête sur ses jambes et il m'a dit, tu peux rester ici tout le temps que tu voudras. Et moi, en tant que caractère oral, je vous assure, c'était exactement ce dont j'avais besoin pour me relaxer, pour tout laisser aller, pour lâcher tous les problèmes. Elle m'a permis d'appuyer ma tête pendant tout le temps dont j'avais besoin et ce moment m'a rechargé et après j'ai pu continuer mon travail sans problème et plein d'énergie. Vas-y, Eric. Offered a response in the Q&A, but maybe Il y you avait could une say. question en italien. On a demandé le titre du livre. J'ai déjà donné la réponse, mais peut-être tu peux rappeler le titre Bend into Shape. C'est le titre. Franco Angeli l'a publié en italien. Le titre en italien est Il se cerca il corpo. Le livre a été traduit en italien, donc, et comme je l'ai dit, c'est Franco Angeli qui l'a publié en italien. Vous avez aussi le lien sur ma page d'accueil. Vous avez le lien au livre traduit en italien. Donc, vous allez trouver aussi bien le titre que le lien. Antonio pose une autre question. Quand tu as décrit le transfert et contre-transfert, ça me paraissait que la structure orale puisse contenir deux états différents. Donc, l'état anxieux qui parle beaucoup et celui qui est dépressé, détaché. Normalement, les deux caractères sont séparés, mais d'après ce que j'ai compris, les deux font partie du caractère oral. Est-ce que j'ai bien compris? Oh, you guys are hard workers. Oh, okay. I really like the Je thoughtful. remercie les interprètes qui ont traduit la question en temps réel. J'aime beaucoup ces questions parce que cela aiderait. En fait, vous avez la partie, le côté anxieux qui parle beaucoup, qui s'attrape, et ensuite vous avez la partie déprimée. Et donc, cela fait partie de la fluctuation de cette structure du caractère. Donc, la personne bouge en avant, en arrière, entre les deux extrémités. Donc, être dans son propre monde, se distraire, se séparer, se détacher, ensuite se tendre, aller vers l'autre. Alors, il y a deux moments différents. Il faut trouver vraiment le point d'équilibre entre les deux. Il faut s'attraper, s'accrocher quand il est nécessaire, mais aussi lâcher quand cela est possible. Je ne vois plus la question. Rick, est-ce que tu peux montrer de nouveau la question de façon à ce que je puisse donner une réponse complète? Non, peut-être je ne vois plus de questions. Pas grave. Mais bon, les deux sont séparés normalement. Et la chose la meilleure est qu'il n'y a pas vraiment de séparation étroite parce que selon l'analyse bioénergétique, on peut voir plusieurs aspects chez le même patient. Et les attachements insécures sont toujours anxieux, on peut dire, parce qu'il y a de l'anxiété due au fait qu'on s'accroche à la figure. Je contrôle aussi le chat de WhatsApp parce qu'il y a des questions qui sont traduites dans le chat. Camilla demande si la rationale de la thérapie est expliquée au patient. Est-ce que le patient est à connaissance de l'objectif? Très belle question. Encore une fois, j'aime aussi cette question. Alors, c'est un peu compliqué si vous y réfléchissez. Dans le vieux modèle, le thérapeute est la personne de référence, c'est l'autorité. Cette personne arrive et dit, je vois ce dont tu as besoin. Et donc, voilà. Mais à mon avis, ce modèle-ci n'est plus valable parce que le patient qui ne réussit pas à exprimer ce dont il a besoin dans son cœur intérieur, il ne peut pas vraiment s'attraper à la thérapie, aux objectifs de la thérapie.
Les patients, normalement, arrivent chez nous avec des problèmes. Ils nous disent, je me sens tout seul, je suis triste. Et c'est à vous de commencer par là, de comprendre qui ils sont et de les aider à ressentir leurs émotions, à leur faire comprendre quelles sont les sensations, les émotions, quelle est la douleur. Quand les personnes sont à mesure d'exprimer leur propre douleur, à un certain moment, ils arrivent à un point et donc ils peuvent aussi comprendre les objectifs. Donc, on ne veut pas faire de la pression du haut vers le bas. Il faut rester là, il faut être présent de façon à ce que le patient puisse comprendre où il y a le blocage, où il est bloqué. Voilà mes réponses à ces questions. Quelqu'un pourrait dire que on a un objectif dans la thérapie, il faut le respecter. Ça, c'est vrai, mais il faut aussi travailler en collaboration à un rythme qui doit être absorbé et bien intégré par le patient pour atteindre les objectifs. Simone a posé une autre question. Oh, okay, sorry. Okay, go ahead. Thank you. Go ahead, Rick. Yeah, we have a question from Simona. Could you please say something about Voilà the la oral? question posée par Simona. Yes. Est-ce que tu peux ajouter quelques commentaires à propos de la vie sexuelle, la sexualité du caractère oral? Oui, il y a plusieurs aspects à remarquer par rapport à la sexualité. Chez le caractère oral, parfois la sexualité est utilisée pour servir les besoins oraux, uniquement ces besoins-ci. Donc, cela se concentre, se focalise sur les actes de sucer, de lécher, de satisfaire les besoins oraux. Et donc, c'est pour ces objectifs-ci qu'on utilise l'expression de la sexualité. Par contre, parfois, l'expression de la sexualité peut, disons, compenser le fait qu'on n'a pas reçu de soins. Donc, on utilise la sexualité pour s'attraper, pour s'accrocher à quelque chose. Il est nécessaire de trouver un équilibre, bien évidemment, comme chez tous les caractères, il faut trouver le bon équilibre. Au niveau bioénergétique, c'est l'équilibre entre tête, cœur et sexualité. Dans mon cas, je dirais que j'ai quelques rigidités et vous allez voir aussi les caractéristiques du caractère rigide. Parfois, une partie de l'énergie que j'ai dans ma sexualité est adressée vers la satisfaction de quelques besoins liés aux besoins de l'enfance. Donc, la sexualité était au service d'obtenir des soins, être embrassé, être soutenu, rester dans le lit avec une autre personne au niveau intime pourrait être très important pour une personne qui a des troubles liés au caractère oral. Par rapport à la sexualité, bon, elle n'est pas vraiment liée à la blessure primaire. En fait, on remarque cela plutôt dans la phase de l'Œdipus, mais on a peu d'énergie. Alors, chez ce caractère, on veut vraiment utiliser l'énergie partout. On peut travailler avec le côté pelvien. Je veux avoir, disons, un contrôle dans ma sexualité. Je veux Pause for just a few seconds. compter sur la connexion que j'ai dans ma sexualité avec le cœur et la tête. J'attends que la traduction Another soit question faite from Verena. Could you say et something ensuite about je vais lire la question de Verena. Est-ce que tu peux parler un petit peu du caractère oral compensé? Alors, je pourrais expliquer les fluctuations. Comme je l'ai dit, il y a une personne qui peut se détacher et ensuite elle va s'accrocher parce qu'il y a une hypercompensation. Alors, ce type de caractère compensatoire va dans le monde et ce caractère
ci essaye de faire plutôt que de être. Donc, je ne veux pas être aimé parce que je suis comme ça, mais plutôt je vais essayer de entretenir. C'est mon cas, c'était mon cas quand j'étais une bébé. J'essayais de entretenir ma mère de façon à ce que je ne suis pas mise dans mon berceau. Alors voilà la compensation. Normalement, on dit que on aime pour donner ou bien pour attendre. Je suis reconnue par le monde parce que je fais quelque chose. Voilà l'aspect de la compensation, l'aspect compensatoire de ce caractère-ci. Alors que vous donnez un exemple, le chanteur Frank Sinatra, vous voyez, il y avait beaucoup de femmes qui aimaient cette personne, ce personnage, c'était une adoration. Alors, voilà la compensation. Le monde pourrait t'adorer grâce à ce que tu fais, ce que tu es à même de faire. Et voilà encore l'aspect compensatoire. Les personnes orales peuvent avoir donc quelques problèmes quand elles se détendent. Il n'y a pas de bon équilibre entre le repos, la détente et l'action. Parce que normalement, ils n'arrivent pas à se détendre suffisamment. J'ai vu qu'il y a une question concernant les troubles alimentaires, Rick, n'est-ce pas? So did we get the one about compensation translated? Est-ce qu'on a tout traduit par rapport à la compensation? Thank you. It's good to check with you because I can't. Merci, j'espère que tout va bien. Je suis en train de vérifier. Bon, par rapport aux troubles alimentaires, bon, les troubles alimentaires peuvent être connectés avec tout type de caractère. Il faut dire que les types de caractères ils ont une exagération par rapport au groupement, au cluster de la tension corporelle qui va créer un modèle, un pattern. Il peut y avoir aussi des situations mélangées. Moi, par exemple, je suis un caractère oral. Quand j'ai lu le livre dont je vous ai parlé, je me suis dit, bon, je suis un caractère oral, mais j'ai également quelques caractéristiques du type rigide. Alors, il faut comprendre quelle est la blessure la principale. Et dans mon cas, la blessure la principale est liée à la tension vers. Et cela a affaire à la bouche. Et en fait, c'est parfois le cas. Parfois, quand je travaille beaucoup, je mange parce que la nourriture m'aide. Et cela est plutôt connecté avec le caractère oral. Grâce à l'alimentation, je peux m'occuper de moi-même, mais je pense que les troubles alimentaires peuvent être connectés avec n'importe quel type de caractère. Moi, je travaille avec des patients qui ont des troubles alimentaires et parfois il y a aussi d'autres problèmes qui sont soulevés. Alors, les caractéristiques rigides sont très importantes parce qu'elles sont liées au perfectionnisme et à ces troubles aussi. Donc, les troubles alimentaires, les troubles du comportement alimentaire sont connectés à ces aspects-ci, mais à mon avis, en fait, tout type de caractère pourrait être connecté à des troubles alimentaires. Sure. On peut passer à la question suivante. Le caractère oral est-il connecté avec le trouble de personnalité borderline? En fait, ça dépend de la perspective de laquelle on regarde le trouble de personnalité. Alors, il y a plusieurs symptômes tels que le trouble de dépression majeure, le trouble borderline de personnalité pourrait aussi être connecté. Il peut y avoir des différences. Alors, voilà ce que je fais. Normalement, je prends le caractère, je prends le type de caractère et je pense que chaque personne peut s'inscrire dans un type de caractère à plusieurs niveaux. Alors, ça peut être au niveau psychotique, mais ça peut aussi arriver
à un autre niveau. C'est le cas du caractère oral. Ça dépend vraiment du niveau dans lequel on est inscrit dans le type de caractère. Il peut y avoir, par exemple, des déséquilibres au niveau de l'humeur. On n'est pas bien organisé dans le monde. Ou bien on peut avoir un trouble névrotique, c'est-à-dire qu'on a un bon fonctionnement dans le monde, mais il y a un trouble personnel. Alors voilà comment je répondrai. Si vous avez bien suivi ce raisonnement, je pense qu'un trouble de personnalité pourrait s'inscrire dans plusieurs types de structures de caractère psychopathiques, rigides, etc. Mais c'est vraiment mon idée personnelle. Now I'll offer the next question, and the interpreters at any point can jump in and say, give Mm. us a few minutes, Peut that'll be fine. passer à la question suivante. Si les interprètes ont besoin de quelques secondes, un quart, elles peuvent le dire, bien évidemment. Voilà la question. Est-ce qu'on peut proposer ces exercices aux patients, même au début de la thérapie, c'est-à-dire quand il y a une charge énergétique bloquée, où il y a un manque d'énergie, où l'esprit est trop fervent? Bon, il faut considérer que on doit considérer le corps du patient, mais aussi l'esprit du corps. Si l'alliance thérapeutique fait en sorte qu'il puisse y avoir une connexion entre patient et thérapeute, de sorte que le patient puisse avoir confiance au thérapeute, dans l'analyse bioénergétique, on peut faire en sorte que le patient puisse se lever de la chaise, comme on dit typiquement. Alors, je pourrais dire, je vois que tu te portes de cette façon. Est-ce que tu voudrais essayer un exercice? Est-ce que tu voudrais faire un exercice en poussant les épaules vers arrière, en respirant profondément avec une respiration longue? Donc, on commence à petite étape, mais on veut vraiment avoir plus d'énergie dans ce système. Ceux qui ne travaillent qu'avec la psychothérapie n'ajoutent pas d'énergie. On pourrait dire que cela est bon pour le patient, mais s'il y a un système énergétique qui est très fermé, qui est très clôturé, et on ne travaille qu'au niveau cognitif, le patient n'aura pas de changement au niveau somatique. Donc, on a besoin de l'analyse bioénergétique pour ouvrir la poitrine. On peut essayer plusieurs techniques pour voir comment le patient répond, réagit. Parfois, ça va ouvrir un petit peu, pas à pas, et ensuite on peut ajouter d'autres techniques avec le même objectif. Roberta a une question. Est-ce que le corps change après la thérapie? Est-ce que l'allongement du cou peut s'améliorer? Neck Maybe improvement, Roberta. maybe. Je ne sais pas comment mieux expliquer cette question. On parle de l'allongement du mouvement du cou. Peut-être la collègue Roberta fait référence au mouvement du cou qui bouge vers la direction en face. Roberta peut aussi intervenir, bien évidemment, pour préciser la question. Roberta peut-être n'est plus là. Rick, est-ce que tu peux répéter la question? Donc, est-ce que le corps change après la thérapie? Est-ce qu'on peut mieux pencher le cou? Bon, j'aimerais vraiment que le corps puisse changer après la thérapie. Alors, j'étais très enthousiaste quand j'ai commencé la thérapie énergétique. J'ai décidé de faire de la formation tout de suite après le diplôme parce que j'ai compris que cela fonctionnait très bien dans mon cas. Et on a vu que ce n'était pas vraiment facile de comprendre les changements. Il y avait un alignement du corps. Puis ceux qui participaient à la formation avec moi ont aperçu un changement au niveau du corps. Donc, à mon avis, la réponse est oui.
J'ai appris qu'il y a quelque chose qui se passe tout de suite. Je sens tout de suite que mon corps est mieux aligné. Je reconnais que je me trouve dans une position, je suis affaissée, par exemple. Je le reconnais tout de suite. Alors, quel est le résultat de la thérapie sur moi? Alors, j'ai compris que j'allais avoir un effondrement et donc, je devais faire quelque chose de sorte que mon corps puisse s'aligner et changer. J'ai un caractère oral, il y a encore la blessure selon les thèmes sous-jacents, mais je ressens moins de culpabilité et je suis un cœur sensible, mais avec moins de honte. J'ai pu absorber quelques éléments positifs de ma famille, mais voilà ma blessure. Elle va rester toujours là. Je vais toujours ressentir cette blessure. Il faut guérir et maintenant, je sais comment je peux faire, comment m'enraciner, comment changer ma posture, comment faire l'exercice du poignet, par exemple, pour ne pas me sentir culpable. Alors, j'ai le même corps, mais j'ai pu surmonter des obstacles. Ce n'est pas toujours le cas, mais normalement, oui. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous ceux qui me posent des questions en plusieurs langues. J'aime beaucoup voir les questions posées en français, en italien, en russe. Donc, je vous remercie vraiment. Merci beaucoup. Il y a vraiment un public très varié et très intéressé. J'espère que j'ai contribué Sure, à there's vous questions in other languages other than English faire that mieux may be comprendre. interpreted, and that's what I'm picking up on my phone through the WhatsApp. Il y a aussi des langues qui ont été posées dans des langues que je ne connais pas, donc j'attends que toutes les questions puissent être traduites. Merci Eric. J'aurais été distraite par So toutes Catherine ces has a questions et question. traductions, donc je te remercie de ton How do soutien. you get balance between Voilà la prochaine receiving question and giving posée par and working with Catherine. the client Comment est-ce flow qu'on peut trouver to le bon consider équilibre entre alignment by les limites et so le geste donné between limits euh, and giving. de façon à ce que le patient ne se sente pas abandonné par le thérapeute? Merci, j'ai bien compris la question. Il faut comprendre la dynamique de la relation. La peur de l'abandon, on parle d'un enfant abandonné. Nous ne voulons pas abandonner nos patients, mais il faut poser des limites. On peut dire quelque chose de simple. Par exemple, si notre patient a peur d'être abandonné, on peut lui dire, je vais partir en vacances pendant 2 semaines, donc on ne pourra pas se rencontrer pour la thérapie. On peut avoir peur que le patient se sente abandonné, mais il faut lui faire comprendre que nous sommes ensemble dans le monde réel et notre tâche n'est pas uniquement de remplir euh, le patient d'énergie, ce n'est pas de réparer complètement la blessure parentale. On ne peut pas trouver de solution, mais nous pouvons aider le patient. J'aurais pu dire à ma mère, laisse tous ces enfants-là, prends-moi dans tes bras. On ne peut pas le faire. Il y a une autre chose que nous pouvons faire. Alors, après les vacances, quand on recommence la thérapie, le patient pourra nous dire, je me suis senti abandonné et vous lui demandez de vous raconter comment il s'est senti, qu'est-ce qu'il a aperçu. On peut dire, désolé, mais il faut plutôt se
s'asseoir là avec les patients, il faut montrer de la compassion, il faut aider le patient à faire face à cette réalité douloureuse. Le fait que le patient a perdu sa connexion avec nous fait en sorte qu'il se sente abandonné. Alors, on doit l'aider à nous raconter ce qu'il a vécu. Et grâce à ce partage, nous comprenons quel est le travail qu'il doit faire. Alors, on peut dire, euh, je vois que tu as la mâchoire serrée. Est-ce que tu es fâché? Oui, je suis fâché parce que tu es parti en vacances pendant longtemps. Il faut aider le patient à manifester ses sensations. Bien, Ménéric, je te passe la parole à nouveau. Merci. Nous avons encore quelques questions concernant les dépendances. Est-ce que tu peux expliquer quelle est la situation chez les patients qui ont une dépendance? Il y a une association en fait parce que tout est connecté avec la bouche et donc on a parlé des gestes de sucer, lécher et prendre des substances. Nous savons que les enfants ne sont pas à mesure de survivre s'ils ne sucent pas. Donc l'oralité va remplir. Le geste de sucer va me remplir, ça va me soulever, ça va me faire ressentir complet, aimé, entier. Et cet aspect concerne toutes les structures du caractère. Quand on parle de caractère oral et oralité, on peut aussi utiliser la bouche pour se défendre. Mais les dépendances sont un sujet qui concerne un peu toutes les structures de caractère, en fait. Nous avons une question concernant la protestation posée par Christine. Comment est-ce que la protestation ou la colère sont exprimées par le caractère oral et quels sont les exercices conseillés? Je m'imagine que vous avez déjà entendu un enfant crier. Si vous avez des enfants, si vous êtes des parents ou des grands-parents, là vous arrive d'entendre, d'écouter un enfant qui pleure. Alors, au début, il y a le son du cri et la réponse de notre part est: «J'arrive». Il y a une réponse donc de la part du parent: «Tout va bien». Mais s'il y a pas de réponse, le cri va changer. Ça va être une protestation. Alors au début, l'enfant pleure pour nous atteindre et après, de la colère se développe. Donc il y a une protestation. Quand la protestation ne fonctionne pas, il y a de la douleur et cela amène au désespoir. Et le caractère oral fait toutes les tentatives. Il essaie de pleurer pour chercher l'attachement, pour se sentir sûr, en sécurité. Et ensuite, il y a la protestation. Et pendant la protestation, on peut obtenir ce que on veut. Et si on ne l'obtient pas, on est amené au désespoir. Il y a plus de sécurité. Et si je ne me trompe pas, on a aussi demandé quelles sont les techniques utilisées. Oui, exactement. À mon avis, il est important de manifester la colère parce que le fait de s'y rendre fait partie de la structure orale. Donc, normalement, cette protestation ne dure pas longtemps. Donc, lâcher la mâchoire ou dire non avec de la force ou dire j'ai besoin de toi, viens ici, le menton qui tend en avant, nous savons que tout cela cache de la peur. Si je suis fâchée, c'est parce que j'ai peur de ne pas obtenir ce dont j'ai besoin. Donc, cette technique, par exemple, le fait de euh, tendre une serviette et dire non
cela nous permet de surmonter les obstacles. On commence par la colère. Il faut faire en sorte que le patient puisse dire: j'ai le droit d'être ressenti, écouté, aimé, vu. Cela lui permet de recevoir l'énergie qui est bloquée. Il peut y avoir aussi d'autres sensations, d'autres émotions telles que la tristesse, mais nous, on doit activer la colère grâce à ces mouvements, grâce à ces techniques. Il faut activer la protestation. Est-ce que je peux partager une idée moi-même? Parce que le caractère oral veut être alimenté, nourri. Il veut obtenir quelque chose. Donc, cela pourrait être utile de faire un autre exercice, c'est-à-dire de pousser. Dans une phase plus avancée de la thérapie, ça va créer un effet d'éloignement, le contraire par rapport à ce que le caractère oral a fait pendant toute sa vie, c'est-à-dire essayer d'obtenir et non pas de pousser. Et donc, on pourrait utiliser cette pratique. Il y avait peut-être un autre commentaire, Rick, par rapport à ce qui se passe après dans la vie, parce que nous, on parle d'un type de caractère qui se développe au début de la vie. Donc, j'ai le droit d'être ici et j'ai le droit de ressentir des besoins. Mais il y a des sujets qui vont se développer dans une étape suivante, même après les 18 mois. Et l'idée générale, c'est de comprendre le besoin à cet âge-là qui n'a pas été satisfait, qui a été frustré. Et en effet, il peut y avoir un refus du neglect même après dans la vie, dans une étape suivante de la vie. Ces réponses à la déception, ce traumatisme qui répond à la déception va apparaître dans une étape suivante. I have a question with the technical staff. We are now at 1.5 hours. Il y a une autre question pour l'organisation. En effet, 1 heure et demie s'est passée. Est-ce que nous pouvons encore continuer ou nous devons conclure? S'il vous plaît, quels sont les temps prévus pour ce webinaire? Merci. Rick, we have 30 minutes. Another 30 minutes? Rick, nous avons encore 30 minutes à disposition. Très bien, alors. Now, we are gonna keep asking questions. And her Alors, oral Vincentia, has been nous allons continuer so avec les belles very questions que nous avons reçues I know she can take it. I know she concernant le caractère oral. Et je sais que c'est ton trait, mais je sais que tu peux encore tenir pendant une demi-heure pour donner d'autres réponses. Et donc, voilà la prochaine question. everyone who's still with us. We've not that many people have left our Entre-temps, je That's nice. remercie aux participants qui sont encore bien connectés et la plus grande partie est encore connectée. Alors, voilà la question, la prochaine question. Attention, The, je crois l'avoir perdue. I want just Non, to la make voilà. everybody's aware, there are a lot of comments in the chat, and I made this comment at the Donc, beginning avant de of the passer à la prochaine question, je veux dire But que if j'ai you vu have plusieurs questions that commentaires you dans want le to chat. ask of Vincentia, Mais je veux please make sure préciser that une those in the chose. Q&A Comme j'ai not in dit the chat. au début, les questions Chat doivent is être separate posées entity, dans la and so fonction be able to foire aux resolve those questions, chats. parce que la chat est un autre canal qui est destiné à Here to answer d'autres informations. Si vous avez Q&A section. posé une question dans la chat, je vous prie, s'il vous plaît, de la passer dans la fonction demande et réponse. Je vois demande et réponse, Eric, et en effet, je suis en train de lire quelques questions qui ont été posées, celles que j'arrive à lire, évidemment. Très bien, alors. Non, excuse-moi, Rick. J'en ai vu une qui est la question de Catherine. Je voudrais profiter, étant donné que je l'ai sous les yeux. Elle demande de parler d'autres types de corps qu'on peut trouver dans le caractère oral. C'était ça la question. Alors,
Je pourrais dire qu'il y a des structures un peu plus alourdies, d'autres un peu plus affaissées, entre guillemets. When you work with them, you hear that core issue. So not everybody is. Lorsqu'on travaille en thérapie énergétique, bioénergétique, on se rend compte que nous pouvons avoir devant nous un caractère oral qui présente différentes typologies de corps, mais il y a toujours un dénominateur commun, une faible charge énergétique avec des muscles peu définis et des personnes qui sont affaissées, collapsées, qui désirent d'être remplies de l'énergie que leur manque. Un peu flasque, dirais plutôt. Are you looking at some, Bob? There's one from Livio. Did you see that one? Livio Marquez? Dick, est-ce que tu es en train de chercher quelques questions spécifiques? Peut-être j'en ai trouvé une autre, c'est-à-dire le droit d'exister vis-à-vis du droit d'avoir des besoins du schizoïde vis-à-vis du caractère oral. Alors voilà, le droit d'exister, c'est-à-dire lorsque nous naissons au niveau primordial, lorsque nous venons à la lumière, nous avons ce droit d'être aimés. Et donc, si nous avons un refus ou un anéantissement et nous recevons une réponse du type « t'as pas droit à exister », mais au contraire, la personne a besoin d'une réponse de bienvenue, non seulement le soin, la nourriture et les câlins. Nous avons besoin d'affirmer le droit d'exister. Parfois, même si nous ne sommes pas des thérapeutes d'analyse bioénergétique et nous ne savons pas trop comment lire le corps du patient, nous pouvons voir que lorsqu'il commence à parler, on va voir que cette douleur, cette peine sera représentée par l'entrée de son caractère qui a été blessé. Par exemple, il va vous dire « ça ne vaut pas la peine de continuer à vivre, je ne suis pas digne, je ne fais pas confiance à personne ». Ou si c'est un caractère un peu plus psychotique, il va vous dire « je me sens aliéné, un étranger ». Avec le caractère oral, la souffrance, la douleur tournent tout autour de cette nécessité d'être aimé, de recevoir le support, l'attention, des soins. Et ils se sentent isolés, très seuls parce que ses besoins sont frustrés. Donc, il faut bien écouter les paroles du patient, son ton de voix et on va comprendre là où se niche la vraie douleur. Et cette douleur va identifier le type de caractère. Évidemment, ils peuvent y avoir plusieurs thèmes parce que souvenez-vous que le caractère oral présente ces caractéristiques-là, mais nous ne voulons pas définir une catégorie de manière trop nette parce que nous ne pouvons pas labelliser des caractères de manière trop précise. Merci pour cette précision. En effet, je me souviens que j'ai déjà abordé ce thème lorsque moi aussi j'ai suivi des formations parce qu'il est important de suivre la théorie pour composer le puzzle et bien comprendre la personne devant nous. Maintenant, une question de Michaela. Je voudrais mieux comprendre le rapport du caractère oral avec la douleur, le plaisir, la dépendance, la codépendance et l'indépendance. Voilà, alors codépendance, dépendance, indépendance, c'est ça? Et en même temps, douleur et plaisir. C'était ça la question, si j'ai bien compris. Souvent, on parle des souffrances de nos patients et de ce qui pourrait se passer dans leur vie pour trouver un but pour qu'ils puissent aller mieux. Et lorsque nous parlons de plaisir, de douleur, il faut toujours se
rappeler que le caractère arrive à éprouver soit du plaisir que de la douleur. Et lorsqu'il s'approche à la douleur sera ce qui va représenter la blessure primordiale du patient. En réalité, je ne sais pas quoi d'autre rajouter par rapport au thème de la douleur et du plaisir. Mais pour ce qui concerne la dépendance, la codépendance et la dépendance, il s'agit d'un thème très important parce qu'il y a cette volonté de vouloir rester accroché parce qu'il y a la peur de l'abandon. Il y a toujours ce problème, cette lutte, ce dilemme dans le patient avec caractère oral. J'ai besoin de l'autre. C'est ça, la codépendance. Donc, je fais quelque chose pour toi et en même temps, c'est quelque chose que tu pourrais faire tout seul. Dans le cadre des dépendances, quand j'ai travaillé avec des toxicodépendants, on expliquait très bien ce que c'était la dépendance et la codépendance, c'est-à-dire faire quelque chose pour l'autre, quelque chose que l'autre devrait faire tout seul. S'il y a, par exemple, une sensation de haine, on a l'impression de faire quelque chose de trop. Par exemple, dans mon livre Codependence and No More, j'en ai parlé et j'ai analysé ce thème des toxicomanes et de la dépendance. Il y a souvent trop de dépendance dans le caractère oral et donc il faut demander au patient de ce dont il a besoin, qu'est-ce que je peux te donner? Et donc, il y a une relation forte entre dépendance, codépendance et indépendance. C'est une dynamique qui doit être abordée en phase de thérapie. Je m'excuse, mais peut-être je n'ai pas donné le temps aux traductrices de traduire et donc je vais laisser quelques secondes. Si les interprètes sont prêts, on peut continuer. Alors, comment peut-on réagir face à une personne qui parle sans cesse? Peut-être tu as déjà répondu parce que parfois j'ai l'impression de ne jamais écouter assez cette personne-là. Et alors, comment faut-il intervenir lorsqu'il y a ces patients si bavards qui parlent tout le temps sans cesse? Voilà, merci pour la question. C'est quelque chose que j'utilise aussi en phase de supervision. Quand je fais la supervision, souvent on me pose cette question et cette même question m'a été posée aussi cette semaine. Je vais utiliser moi en tant qu'exemple. J'ai répondu avec enthousiasme à cette question sans faire même pas une pause. Et comme ça, parfois, lorsqu'on ne fait pas de pause, l'autre personne, la personne devant nous, n'arrive pas à nous comprendre à 100% ou nous parlons trop, vraiment trop. Et donc, lorsque nous sommes le thérapeute et que nous voulons bien travailler, nous devons comprendre que le patient bavardeur ou est anxieux ou est trop enthousiaste. Dans mon cas, je suis enthousiaste parce que je voulais partager plein de choses avec vous, mais au contraire, le patient peut être anxieux, il veut être compris par vous et il est préoccupé pour cela. Et quand j'étais petite, je voulais amuser ma mère. C'était ça ce que je voulais, garder ma mère près de moi le plus long possible. Et alors, à ces patients-là, il faut leur dire que nous voulons reconnaître le fait qu'ils sont là et leur dire, oui, d'accord, tu as l'air d'être vraiment enthousiaste de tout ce que tu es en train de dire. Donc, tu es très enthousiaste, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié aux émotions qui te gêne? Est-ce que tu es préoccupé pour quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui te préoccupe un peu? Alors peut-être il peut prendre une pause, une petite pause et vous dire non, je suis très content, je suis très enthousiaste ou au contraire dire non, je suis préoccupé, j'ai un souci. Et alors là, c'est le moment important de la bioénergétique. Alors il faut lui dire, je voudrais prendre une petite pause avec toi pendant un moment. Voyons si on arrive à respirer tous les deux ensemble. Respirons ensemble tous les deux et voyons
où nous pouvons arriver. C'est où cet enthousiasme dans ton corps? C'est où cette anxiété dans ton corps? Voilà ce qui est beau dans l'analyse bioénergétique. Deux choses. Premièrement, vous, en tant que thérapeute, vous avez votre corps. Et lorsque vous avez ces patients très bavards, à travers la respiration ensemble, vous aussi, vous arrivez à respirer et vous prenez vos espaces. Et vous prenez votre temps et vous pensez, oui, je voudrais qu'il arrête de parler. On prend comme ça une petite pause ensemble et par la suite, vous pouvez continuer. Mais cela vous permet aussi de vous donner le temps de comprendre comment intervenir au niveau qui est sous-entendu à tout ce qu'il y a dans ce bavardage sans cesse. La personne peut continuer à vous remplir de mots, de paroles, mais leur désir est de le faire parce qu'ils n'arrivent pas à prendre une pause. Ils ne savent pas rester avec quelqu'un sans s'accrocher à ces personnes-là. Et ils veulent vraiment être écoutés, vus, entendus. C'est là le point clé. Donc, il faut lui dire, prenons une petite pause pendant quelques instants. Dans ta voix, j'entends une forte anxiété, j'arrive à percevoir ta peur. Allons chercher alors cette sensation dans ton corps et cela va sans doute vous aider à aborder ce thème et résoudre ces problèmes. So I have a question. D'accord, il y a une autre question après. Hope I'm pronouncing that correctly. Taline, j'espère bien avoir prononcé ce nom. Est-ce qu'il y a des problèmes pour les psychothérapeutes à travailler avec des patients avec une structure orale? En effet, souvent on dit que le thérapeute a des problèmes à travailler avec cette structure de caractère. Non, je n'ai pas très bien compris, je n'ai pas très bien saisi la question. Peut-être la question est, c'est ça. Si le thérapeute a un caractère plutôt psychopathique ou plutôt rigide, ou il a une autre structure encore de son caractère, est-ce que cela peut empêcher de travailler avec un patient qui a une autre structure orale? Je crois que c'est ça le point. Est-ce qu'il y a quelques contre-indications de travailler avec ce type de patients qui sont différents? Non, c'est pas ça. Ça m'attriste un peu d'entendre ça parce que j'aime, lorsque je fais la supervision, d'avoir avec moi des personnes qui me disent « je me sens stupide ». Peut-être c'est ça que la personne me disait lors de cette supervision. Oui, d'accord, c'est bien, on peut commencer comme ça parce qu'en tant que thérapeute, lorsqu'on fait de la supervision et on répond à des questions comme celle-là, on dit « je ne suis pas sûre de pouvoir vous aider ». Mais il faut de toute façon commencer parce que dans l'analyse bioénergétique, nous regardons le transfert, le contre-transfert. On n'applique pas seulement la bioénergétique sur le corps des patients parce que nous sommes des thérapeutes aussi. Donc, lorsque nous posons cette question, cela m'attriste un peu parce que nous nous disons qu'on n'y arrive pas. Mais non, au contraire, j'espère à travers mes paroles de vous avoir montré que nous pouvons regarder l'ensemble de la personne, les défenses qu'il nous montre, quelles sont ses exigences et quelle peut être votre meilleure position face à face vis-à-vis de tout cela. Par exemple, s'il y a un bloc en tant que caractère rigide, narcissique, psychopathique, etc., et vous croyez ne pas pouvoir gérer ce patient, il vous suffit d'aller chez un superviseur, participer à un cours de supervision et ça va vous aider. Vous pourrez à votre tour aider ce patient-là. Par exemple, voyons, il y a un parent qui a besoin de quelque chose et vous avez eu, par exemple, un parent qui avait besoin de quelque chose et vous allez porter alors ce problème dans un groupe de supervision. Vous allez vous asseoir dans ce groupe et vous dites, j'ai un bloc avec ce type de personne et généralement, tout cela est dû à un bloc parce qu'il y a une attirance avec votre bloc personnel, avec
avec votre blessure primordiale personnelle qui vous porte à être bloqué vis-à-vis de personnes qui ont votre même problème. Après, nous avons une autre question. Est-ce que vous pouvez approfondir le thème de l'attachement? Est-ce qu'il y a quelque chose en plus à dire? Non, c'était ça la question. Non, c'était juste ça. Si vous pouvez parler d'attachement, je sais que lorsque vous avez parlé avec Louise du caractère schizoïde, elle vous a présenté un diagramme polyvagal et un graphique sur la théorie de l'attachement. En réalité, j'ai décidé de me focaliser plutôt sur la compréhension antérieure du patient vers l'extérieur et faire des exercices d'expérience ensemble liés à l'exercice thérapeutique. Mais si vous voulez parler d'attachement, qui est un de mes sujets préférés, je peux dire que pour avoir un attachement sûr et certain, il faut avoir une base sûre, des parents qui nous donnent assez d'amour, de soins et d'attention. Et donc, nous pouvons explorer le monde. Et quand je suis fatiguée, j'ai faim, j'en ai assez, j'ai besoin d'être soignée, je sais que je peux revenir vers mon paradis sûr. C'est le cercle de la sécurité qui se crée à travers l'attachement. Je peux rester dans ma base sûre, mais aussi m'éloigner, explorer et après revenir aussi à ma base sûre. Les blessures, les caractères, etc. sont toutes disposées tout autour de cette sorte de cercle qui présente un bloc. La base peut-être au principe n'était pas si sûre que ça et donc j'avais pas la possibilité de revenir vers mon paradis de sûreté. Il y a plusieurs manières de regarder cette théorie, mais en tant que caractère oral, nous pouvons dire qu'il n'y a pas eu assez de possibilités de revenir dans ce paradis de sécurité. Peut-être j'ai seulement 2 ans, je suis fatiguée, je regarde ma mère qui est déjà occupée avec mes frères et mes sœurs et je ne peux pas revenir mais vers mon havre de sécurité, mon petit paradis. Et alors là, je reste tout seul. Je peux explorer mon monde, je peux faire ce que je veux au niveau compensatoire aussi. Mais de toute façon, je ne me sens pas sûre de pouvoir revenir vers ma base sur ma maman. Ce n'est pas qu'elle ne voulait pas me soigner, mais elle n'avait pas assez d'espace pour moi. C'est là l'attachement ambivalent. Après, il y a un attachement évitant. Le schizoïde dit, je ne vais pas vers ma base de sécurité. Et là, c'est un caractère hostile. Ce n'est pas une maman qui lui dit, tu ne peux pas me faire confiance, je ne suis pas là pour toi. C'est le refus qui est lié à l'attachement évitant, tandis que l'attachement de la personne au caractère oral est plus ambivalent. Parfois, tu es là, parfois, tu n'es pas là. Et c'est la personne à caractère oral qui ne comprend pas quand le support est disponible. Je veux ton support, mais j'ai peur que tu ne sois pas là pour moi. J'ai peur d'être déçu. J'ai peur que si je te cherche, tu ne seras pas disponible. J'espère avoir bien compris l'attachement et le caractère oral, les différents types d'attachement et de caractère oral. Maintenant, Claudia nous pose une question en disant, c'est une question difficile. Quand le caractère oral est présent, est fort et il a un caractère rigide, est-ce qu'il y a une sorte de défense vers le caractère oral? Donc, avec lequel faut-il travailler en première ligne? Donc, avec qui, avec quel caractère il faut commencer? Alors, si nous suivons le corps, on va trouver ce qui veut bouger en première, ce que la personne arrive à tolérer au début de la thérapie, peut-être le travail d'enracinement et donc création, les bases qui sont toujours liées au grounding, à l'enracinement, ce qui permet à la personne d'avoir un sens solide pour pouvoir se sentir avec les pieds
bien enracinée sur le sol. Et par la suite, on va voir s'il s'agit d'une structure rigide. Et alors, vous allez voir que la personne peine à parler ou bien elle commence à parler, mais de toute façon, on voit qu'elle présente des difficultés, même au niveau pelvique, par exemple. Il y a une scission pelvique. Par exemple, il dit, je suis mariée, mais j'ai aussi un rapport extra-conjugal. Et mon amour ici, mais j'agis sexuellement de l'autre côté. Ou bien la personnalité qui est présentée la première, c'est avec laquelle nous devons commencer. Mais par la suite, il peut y avoir des problèmes liés à l'enfance. Mais il faut commencer par ce que vous avez sous les yeux, ce qui est présenté en premier. Merci pour la question. There's a question from Tanya. What Après, il y a une question de la part de Tania. Quelle est la question qui pourrait être bloquée de la part du caractère oral? Non, c'était Tonia, pardon, qui avait posé cette question. Derrière chaque blocage dans le corps, souvent, il y a quelque chose que je ne peux pas exprimer car ma protestation n'a pas porté de résultats. Alors si je dis, j'ai besoin de toi, j'ai besoin davantage de ta présence, et alors si je lui dis non, je ne peux pas, mais la rage reste bloquée, le désir, ce qui fait plus de peur, désirer quelque chose et aller vers cette quelque chose, cette personne, le montrer, c'est difficile, mais travailler sur tout ça, c'est la chose qui fait le plus peur. Quand j'ai travaillé sur moi-même, le fait de travailler sur les bras au niveau bioénergétique, alors j'essayais d'être plus ouverte, mais cela me faisait sentir très bien. Mais quand j'ai commencé à travailler, à aller vers quelque chose, vers quelqu'un, je me sentais plus vulnérable parce que j'allais vers quelque chose, parce que j'avais le désir d'obtenir quelque chose. Et là, c'était plus difficile, mais il fallait travailler sur la peur parce que tout le monde a peur de ne pas obtenir quelque chose. Donc, toutes les émotions, tous les caractères. Et avec ce caractère, donc, désirer quelque chose qui n'est pas perçu comme quelque chose de sûr. Après, j'ai une histoire que je voulais partager avec vous. Un aspect de réparation, car parfois, nous utilisons trop le type de caractère et les parents en donnant des étiquettes. Mais je vous souvenez, je vous ai montré ma photo de famille quand j'avais 12 ans avec mes frères et mes sœurs. Alors, ma petite sœur a partagé cette histoire avec moi. Elle avait dit qu'elle avait 2 ans et ma mère était assise avec le nouveau-né de nos frères et sœurs. Ma sœur est là, ma maman est ici, elle tient dans ses bras le nouveau-né. Ma sœur voulait aller chez ma maman, mais elle était en train de allaiter mon frère. Ma sœur l'a vu, ma maman l'a vu, elle l'a regardé comme ça. Et ma sœur, qu'est-ce qu'elle a compris de ça? Le visage de ma mère lui disait, je sais que tu voudrais être ici à sa place et probablement toi aussi, tu aurais besoin de passer plus de temps ici sur mes jambes. Je regrette, je ne peux pas te le donner. Ma sœur avait 2 ans et se souvient de ce moment-là parce que ses besoins n'étaient pas satisfaits. Elle n'a pas cru qu'elle ne pouvait pas être aimée, mais elle a compris justement que sa maman l'aimait, mais qu'à ce moment-là, elle ne pouvait pas la tenir dans ses bras. Et cela est très beau. Mais lorsque on arrive à percevoir quelle est ta douleur, quelle est ta peine, ceci peut représenter un moment de soin, d'attachement, de guérison même. Nous avons encore quelques minutes parce que nous avons ces 2 heures. Je m'excuse, je n'ai pas
pu lire toutes les réponses, mais j'espère que toutes les questions qui ont été posées puissent être traduites par la suite et de quelque manière trouver quelques réponses. J'ai lu des réponses qui sont arrivées sur WhatsApp et je les ai lues. Vincenza, est-ce qu'il y a encore quelque chose avant de conclure que tu veux rajouter? Il y a d'autres choses à dire? Vincenza, permettez-moi de dire, elle a été l'éditeur pour l'International Bioenergetic Journal et j'avais oublié de le dire quand je l'ai présenté au début. Vincenza, est-ce que tu veux dire quelque chose pour conclure? Une petite série sur le gâteau pour cette présentation? Donc, je prends un moment de respiration, mais permettez-moi de dire, ça a été très beau d'être ici avec vous. Avant, j'étais ici, la tête en avant. Quand tu m'as demandé ça, je me suis relaxée, j'ai bien planté mes pieds sous le sol et maintenant, je peux vous dire, je suis satisfaite, je me sens comblée parce que je voulais faire passer mon passage. Je sais, on n'a pas répondu à toutes les questions, mais ça va. J'espère que tout cela puisse avoir été utile pour tout le monde et j'espère que vous avez apprécié ce moment et qu'ensemble, vous pourrez bien comprendre les présentations pour les autres caractères. Et je tiens à remercier Eric, les équipes qui ont travaillé et c'est très intéressant d'arriver à ce profond moment de partage sur le caractère oral et merci pour votre attention. Merci pour nous avoir suivis. Enfin, une autre chose, alors ce webinaire a été enregistré et il est à votre disposition pour les collègues, pour les amis qui n'étaient pas là ce soir. Et Vincenza, toi aussi, si tu veux voir les questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de donner une réponse, tu peux les voir dans l'enregistrement. Merci une fois de plus pour avoir participé à cette présentation de Vincenza. Et je vous souhaite tout le bien. Merci, merci à tout le monde. Au revoir. Bonne soirée.